Allez, on est parti. Donc du coup, bon, je vous parle de full remote product team. C'est la façon jolie de dire full confiné, mais mais voilà. Pour commencer, juste un petit mot sur ce qu'on fait. Donc moi, je suis directeur produit chez Meilleurs Agents. Je vous donnerai quelques infos sur notre organisation parce que je pense que c'est important et selon les tailles d'équipe, selon ce que les entreprises font, on n'aura pas tous les mêmes pratiques produits et donc les mêmes adaptations. Nous, chez Meilleurs Agents, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation deux populations, des particuliers qui ont un projet de vente de leurs biens, et les agents immobiliers qui souhaitent tirer parti du digital pour développer leur activité. J'ai envie de dire la beauté, et moi ce qui me passionne dans ce qu'on fait chez Meilleurs Agents, c'est que ces deux populations qui n'ont pas spécialement envie de se rencontrer. Donc il y a des plateformes où les gens ont envie de se rencontrer. Quand vous allez sur Captain ou sur Uber, bon, vous avez plutôt envie de voir un chauffeur arriver. Quand vous vendez un bien, vous n'avez pas spécialement envie de donner une grosse commission à une agence immobilière. Et donc, du coup, ça crée des mécaniques un peu différentes. Donc, c'est ça notre matière première chez Meilleurs Agents. Juste un petit mot, l'équipe produit chez Meilleurs Agents, c'est quoi? C'est 13 personnes aujourd'hui, donc des product designers, des product managers et une product marketing manager également. Donc, du coup, on a un scope qui est assez large, qui fait de l'innovation, du delivery, du discovery, de la recherche et aussi des parties de marketing et de go-to-market sur les produits. Pour ceux, j'ai vu que quelques-uns avaient déjà cette notion. On est organisé dans un format qu'on appelle les impact teams. Je ne vais pas vous refaire toute la théorie, mais en gros, l'idée, ce qui est important pour aujourd'hui, c'est que c'est des équipes pluridisciplinaires auxquelles on a essayé de donner le plus d'autonomie possible. Ça va être important dans la discussion qu'on a aujourd'hui. Cette autonomie, elle nous sert beaucoup. Et le troisième point aussi qui est important, on connaissait un peu le remote. En fait, on était dans une entreprise où, sur l'année dernière, on avait un jour de remote autorisé chaque semaine pour tous les collaborateurs. Depuis le début de l'année, on était à 2 jours par semaine autorisés. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on avait déjà quelques outils de remote. La réalité, c'est que le vrai baptême du feu sur le remote, ça a été les grèves de fin d'année dernière, parce qu'en fait, on ne pouvait pas aller au travail. Donc là, on s'est vraiment équipé. On était un petit peu prêt en termes d'outillage. Et par contre, dans l'équipe produit, il y a un point qui est important, et je pense que j'en suis un peu responsable. C'est une équipe qui était très très peu remote, en fait, qui n'était pas très très passionnée et très très fan de remote. Et donc du coup, dans l'équipe produit, il y a quelques personnes qui utilisent toujours, mais la majorité des gens n'ont quasiment jamais fait de remote à part pour accueillir le facteur qui vient vous livrer votre colis. Donc voilà, c'est ça le contexte duquel on part. Et comme tout le monde, bon, bah, du jour au lendemain, pas de bol, il faut rester à la maison. Faut s'organiser très très vite. On a tout juste le temps de récupérer les ordinateurs, récupérer le matériel et s'installer. Et donc du coup, du jour au lendemain, je pense comme vous toutes et tous, on découvre ce full remote. Et ça, c'est un point qui est important. Euh, on le découvre dans des conditions très très différentes. Et ça, je vais vraiment insister dessus parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à négliger. C'est des vraies photos de gens des équipes. Donc à gauche, c'est un développeur dans nos équipes techniques, donc qui est chez lui, qui a un bout de pièce bien installé. On voit son petit ventilateur à côté. Il a deux écrans. Enfin voilà, tout est bien fait, il a une super chaise pour être installé. Et puis à droite, c'est quelqu'un de mon équipe qui est mère célibataire, à qui on a dit, OK, mais comme tu peux télétravailler, bah, tu vas travailler, tu bénéficies pas de dispositif particulier. Et donc du coup, bah, son quotidien est beaucoup plus compliqué sur la droite que sur la gauche. Et donc ça, bon, je vous le partage. C'est intéressant parce qu'on peut avoir tous tendance à penser que les gens sont dans les mêmes conditions que nous quand on est dans ce full remote, mais en fait, c'est pas forcément le cas et du coup, ça demande beaucoup d'adaptation, aussi à titre personnel. Donc c'est des gros changements, ce confinement. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment maintenir nos pratiques produits quand on découvre subitement le full remote. Ça a vraiment été ça, parce qu'en fait, ce qu'on a voulu se demander, c'est est-ce qu'on allait dégrader la qualité de ce qu'on faisait? Est-ce qu'il y a des choses qu'on allait plus pouvoir faire? Est-ce qu'il y a des produits qu'on n'allait peut-être pas pouvoir sortir? Tellement c'est différent, cette période. Et du coup, nous, chez Meilleurs Agents, notre carrière de product manager, elle est découpée en utilisant ce qu'on appelle le Core Framework. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, Core, c'est pour communication, organisation, recherche et exécution. Recherche, on pourrait dire discovery, exécution, on pourrait dire delivery, dans les littératures qu'on a dans le product management. Et donc, ce que je vous propose, c'est de voir un peu sur ces quatre axes, bah, qu'est-ce que ça a changé chez nous et puis comment on s'est adapté. Un gros disclaimer, c'est pas une recette magique du tout. Je vais pas vous faire un cours, je vais pas vous dire qu'on a trouvé l'outil ultime, je vais pas, c'est pas ça du tout. Mon objectif, c'est plus de vous donner bah, un peu du vécu, quoi, des retours d'expérience. Ça fait un mois, un peu plus d'un mois qu'on est sur ce full remote. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui nous a surpris, il y a des endroits où on s'y attendait pas. Et donc du coup, c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas sur les questions, je serais ravi qu'on échange et je suis sûr que ça sera très enrichissant aussi pour tout le monde. Alors, le premier axe qu'on va explorer, si vous êtes d'accord, c'est la communication.
Bon, dans le job de product manager et dans le job des produits au global, je pense que ça surprendra personne, la communication, c'est un élément clé. La première chose qu'on a dû adapter, c'est des daily virtuels. Donc évidemment, donc ça c'est nos daily d'équipe produit. Donc nous, on a deux choses. On a les daily qu'on pourrait appeler les scrum de Scrum dans cette méthode-là. Donc en gros, comme notre équipe produit, elle est dispatchée dans les impact teams, on se réunit quand même une fois par jour au format daily. Alors on a enlevé stand-up, parce qu'on est tous assis, vous le voyez je crois sur la photo, sauf moi qui suis en train d'essayer de bercer mon fils pour qu'il se rendorme. Et donc du coup, sur ce daily, on est tous présents et on se partage des choses, les réalisations de l'équipe produit et les demandes d'aide. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait le matin vers 8h35. On faisait ça avant. Comme ça, on faisait ça de 8h35 à 8h40, pardon, 9h35 à 9h45. Excusez-moi, on n'est pas si matinaux que ça. Et à 9h45, ensuite, chacun va rejoindre son équipe et là faire le daily un peu au sens classique, Scrum du terme. Il y a deux adaptations qu'on a eu à faire. Notre premier daily virtuel d'équipe produit, on a explosé le timing. D'habitude, on arrivait toujours à faire un timing assez sharp. Là, on a pété le timing instantanément. Parce qu'il y avait des coups de synchronisation, parce qu'il y avait du passage de parole, parce qu'en fait, on n'est pas debout, donc en fait, on a tendance à s'installer un peu plus. On sait être debout sur ces daily, c'est aussi pour que ce soit un peu inconfortable et qu'on veuille y aller vite. Donc du coup, ce qu'on a dû faire, c'est rajouter un peu de temps sur nos daily. On a rajouté 5 minutes, donc on commence à 9h30. Et on a aussi créé une liste de prises de parole. Donc en fait, chacun sait à quel moment c'est à lui de parler, après qui il passe, ce qui permet d'avoir un enchaînement des prises de parole plus rapide et d'éviter les moments un peu malaisants dans dans ces visioconférences où il y a 5 ou 6 personnes qui parlent en même temps, puis plus personne qui parle. L'autre adaptation, ça a été que les équipes ont décidé de faire un daily 2 fois par jour dans les impact teams. Alors, est-ce que c'est pour être plus productif? Je dirais pas vraiment ça. En fait, c'est plutôt pour créer du lien. Et on voit fleurir sur Internet beaucoup d'équipes qui ont fait un café, qui font des apéros, qui font un déjeuner ensemble, ce genre de choses. Bon, mais pour créer du lien, dans les impact teams, ils ont décidé qu'ils se voyaient le matin et l'après-midi. Et celui de l'après-midi, soit on cale des choses, soit on discute un petit peu, et parfois on discute de choses un peu plus informelles. Donc voilà, c'est ce qu'on a adapté sur les daily pour garder une bonne communication dans l'équipe. La deuxième chose, c'est qu'on a vraiment à tout prix voulu maintenir les rétrospectives. Et ça, c'était hyper important pour nous. C'est l'atelier qu'on avait peur de perdre. Alors, il y a deux types de rétrospectives qu'on fait. Il y a les rétrospectives de sprint. Donc là, c'est l'équipe, cet impact team qui fait sa rétrospective. Et souvent, on utilise le format Keep Drop Start. Et puis, il y a une autre rétrospective qu'on fait tous les trimestres avec l'équipe produit, qui est une rétrospective d'équipe. Et là, c'est vraiment, on adresse des sujets beaucoup plus orientés produits, nos process, nos façons de faire, est-ce que ça se passe bien. Et cette rétrospective-là, elle avait lieu la fin de la semaine du confinement. Et du coup, c'était assez intéressant, la fin de la semaine suivante, le début du confinement. Et c'était assez intéressant de maintenir cette rétrospective, de trouver un moyen de la faire. Dans cette rétrospective, on fait deux ateliers. On fait le type drop start, mais on commence par ce qu'on appelle le mood meter. Donc en fait, on fait une frise chronologique. Sur cette frise chronologique, on remet les grands événements qui ont eu lieu dans le trimestre. Et ensuite, chacun, un par un, passe en général, donc on est dans une salle, on met plein de choses sur les murs, dessiner sa courbe d'humeur pour dire ça va pas. Et en fait, ça nous permet d'identifier des zones où il y a beaucoup de gens qui décrochent, où ça va pas trop. Et c'est souvent des zones qui sont intéressantes de creuser. C'est souvent des zones où il y a plus de problématiques que d'autres. Et donc, du coup, on a maintenu ces rétrospectives. Pour les maintenir, alors on a utilisé des outils, on a utilisé GoReflect pour la partie type Drop Start, on a utilisé Trello pour d'autres types Drop Start, et puis on a utilisé Figma pour notre courbe d'humeur, que vous voyez là. Donc ça, c'est vraiment le résultat de la courbe d'humeur. Et ce que vous pouvez voir qui est intéressant, c'est sur la partie droite, vous avez un décroché d'à peu près toute l'équipe, même si c'est un peu le bordel avec ces couleurs, mais vous avez un décroché de toute l'équipe et c'est le début du confinement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez des gens chez qui ça remonte très vite et des gens chez qui ça reste en bas pendant des périodes assez longues. Et ça, d'un point de vue directeur de cette équipe, c'était aussi intéressant de récupérer ce feedback-là pour savoir comment allait l'équipe et voir s'il y a des personnes avec qui il fallait passer peut-être un peu plus de temps pour les aider à s'adapter à cette nouvelle situation. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, on est en train d'écrire une suite d'articles sur ce qu'on a adapté pour Remote. Donc là-dedans, vous trouverez vraiment l'animation de l'atelier, combien de temps ça dure, quels sont les différents outils. Mais voilà, moi ce que je voulais vous partager aujourd'hui, en tout cas, c'est si jamais vous devez sacrifier des ateliers, ne sacrifiez surtout pas celui-là, parce qu'à mon avis, c'est celui qui drive tout le reste et qui permet de maintenir un bon niveau de morale dans les troupes pendant cette période de confinement. L'autre élément aussi qu'on a voulu maintenir, c'est une démo. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez les démos de sprint chez vous. Nous, on pratique ça. Donc, à la fin de chaque sprint de 15 jours, il y a une démonstration. Et là, on s'est dit, est-ce que cette démo, on la maintient ou pas? On s'est posé cette question pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'avec le confinement, on avait un peu perdu de vélocité, donc on avait un peu moins de choses à montrer. La deuxième raison, c'était de se dire, bon, sur les démos habituelles, des fois, il faut un peu aller chercher les gens par la peau des fesses pour qu'ils viennent et qu'ils viennent regarder. Est-ce que ça va vraiment intéresser les gens en remote? Est-ce qu'ils vont avoir envie de regarder ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont avoir des questions ou pas? Et donc, on s'est dit,
on va quand même le faire. Donc j'ai délégué, j'ai donné ça à quelqu'un de mon équipe en lui disant vraiment essaye de maintenir la démo. Je pense que, alors je lui ai dit à l'époque, il paraît, ça va mettre du baume au cœur à toute l'équipe. Du coup, il se moque de moi avec cette phrase depuis à chaque fois. Mais en gros, j'ai dit voilà, pour garder le moral de l'équipe, je pense que c'est important d'avoir cette démo. C'est important aussi pour montrer à tout le monde, ok, nos façons de travailler changent, on doit s'adapter à ce confinement qui est tout nouveau, mais en fait, il faut qu'on garde nos pratiques. Et donc, on a organisé quand même la démo sous forme de keynote. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais eu autant de gens dans la démonstration. Beaucoup plus qu'avant. On a eu à courir après personne. On a eu beaucoup plus de questions. Donc, ça a demandé un peu d'orga. En amont, il a fallu demander aux gens qui voulaient montrer des choses de préparer, plus que d'habitude. On a dû informer largement l'entreprise qu'il y avait l'événement. Pour l'outillage, on a mis Google Meet pour les présentateurs et on a mis un live stream pour les participants, parce qu'on est 300 dans l'entreprise et Google Meet ne permet d'atteindre que 200 collaborateurs. Et on a créé un channel Slack pour les questions. Donc on avait un animateur qui posait les questions au fur et à mesure. Donc ça nous a vraiment aidé. Et en fait, depuis, à chaque fois qu'on fait une démo, on a beaucoup plus de gens que ce qu'on avait avant dans les locaux. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est parce que les gens ont plus de temps, ce qui serait pas forcément une super bonne nouvelle pour la productivité dans l'entreprise. Mais en tout cas, c'est intéressant de l'avoir maintenu et ça permet de garder un rythme et de se dire, OK, on est en confinement, ça change mon rythme de travail, mais il y a quand même ça qui est pérennisé et on peut continuer de montrer des choses régulièrement. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on avait traité sur la communication. Il y a un truc qu'on a complètement raté. Ce que je vous montre là, c'est tous les outils que j'ai dû installer en 2 jours sur mon ordinateur pour pouvoir faire du partage d'écran et pouvoir communiquer avec l'équipe. Donc en fait, chez Meilleurs Agents, on a une culture qui dit aux équipes, vraiment, vous êtes autonomes, choisissez vos façons de travailler. Par exemple, on a des équipes qui bossent plutôt en Scrum, des équipes qui bossent plutôt en Kanban, des équipes qui costent les tickets, des équipes qui les costent pas. Donc ça, on laisse les gens libres par définition. Par contre, en outillage, on a Jira. Et toutes les équipes utilisent Jira, même si parfois on trouve ça lourd, un peu lent, etc. Et on a raté, je pense, le coche. On aurait dû très rapidement dire aux gens, pour communiquer, on va choisir tel outil. C'est celui-là qui est sélectionné. Et donc, on n'utilise que celui-là et puis c'est tout. Parce qu'on s'est retrouvé à faire des trucs très bizarres avec les invitations dans le Google Calendar qui avait un lien Meet, mais en fait, cette équipe avait décidé d'être sur Skype for Business. Et en fait, il y en a un qui croyait qu'on était sur BlueJean, et donc sur tous nos meetings, on a perdu beaucoup de temps, soit en installation, soit en synchronisation pour se mettre sur le bon canal. Et ça, avec le recul, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire jour 1 de Remote. On était un peu des bleus là-dessus, on était complètement débutants. Et on aurait dû très rapidement dire aux gens, OK, il y a un outil qui est choisi, c'est celui-là, vous l'utilisez. Alors pour l'histoire, on utilise Google Meet maintenant, mais ça aurait pu être un autre de ces outils. Et voilà pour la partie communication. Je ne sais pas si Marcel, il y a déjà des questions. Oui, effectivement, il y a déjà des questions. Là-dessus. La première, c'est de Rémi. Tu parles de Product Marketing Manager versus Product Manager. Quelles sont les différences en fait? Ah, c'est super intéressant. Alors pour nous, les product managers, ils font à la fois le discovery et à la fois le delivery. Donc ils vont avoir, on va dire, un rôle de PO, hein, comme dans une équipe Scrum. Ils vont faire les tickets, ils vont faire la QA. Ils vont aussi faire toute la phase de discovery, c'est-à-dire des interviews qualitatives, quantitatives. Là, ils vont beaucoup travailler avec les product designers là-dessus. Donc souvent, c'est des binômes. Et ce qui est intéressant avec le product marketing manager, c'est que ça amène d'autres compétences beaucoup plus poussées, notamment sur tout ce qui est benchmarking, analyse de marché, détermination du pricing, quand on est sur des outils monétisés, et discours. Et ça, c'est des skills, on peut essayer d'avoir des product managers qui savent le faire. Moi, dans l'équipe, j'en ai quelques-uns qui savent le faire du fait de leurs études et de leur passé. Mais en fait, c'est très compliqué d'avoir des product managers qui sont très solides sur toutes ces compétences-là. Donc en fait, nous, on a choisi d'avoir des product managers très généralistes, et plutôt de se renforcer par endroits. Par exemple, là, on monétise beaucoup de nouveaux produits, on a un rythme de sortie de produits à peu près tous les 6 mois. Et donc, du coup, on avait vraiment besoin de compétences plus poussées sur la partie, on va dire, marketing, un peu product market fit. Okay. Super intéressant. Parce que c'est une des premières fois que j'entends justement d'avoir des product marketing managers dans une équipe produit. Et ça peut être vraiment intéressant pour pas mal d'entreprises, je pense. Ouais, ça change des choses. Il y a Anne-Laure qui pose la question, pourquoi limiter les jours autorisés en remote et ne pas laisser le choix? Et Benjamin, du coup, je vais fusionner un petit peu les deux questions, qui demandait comment est-ce que tu mesurais l'impact du télétravail et comment est-ce que vous avez décidé de passer de 1 jour puis à 2 jours? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une raison, si je suis dur avec nous-mêmes, on était un peu à l'ancienne sur la vision du remote. Donc, il y avait un côté un peu, ouais, bon, les gens en slip dans leur canapé en train de travailler, qu'est-ce qui va se passer? Et évidemment, pas dans les équipes produits et techniques, mais un peu au global dans l'entreprise. Donc, c'est toutes les équipes produits tech qui poussaient en disant on veut faire du remote. Ce qu'il faut voir, c'est que chez Meilleurs Agents, on est 300 collaborateurs, il y a à peu près 170 personnes, c'est un plateau d'appel. Donc du coup, c'est des commerciaux, c'est assez différent les modes de travail. C'est plus rythmé, plus timé, plus orienté prime. Et donc il y a un peu un management, on va dire, un peu tayloriste des choses. C'est un peu bâton-carotte, quoi.
voilà, sur cette partie-là, qui est moins vrai dans nos équipes. Et du coup, on a mis un peu de temps avant de se décider et de se dire, est-ce qu'on crée une inégalité dans l'entreprise, c'est-à-dire laisser un morceau des équipes faire du remote et le reste ne pas en faire. Donc on a fini par franchir le cap, notamment parce qu'on voyait de plus en plus de gens en entretien qui nous disaient, mais moi j'ai envie de faire du remote, j'ai envie d'être un peu à la maison. Donc ça commençait aussi à bloquer le recrutement. Donc ça nous a permis de pousser ça. Et le 1 jour par semaine, c'était vraiment la logique expérimentation. On teste, on est un peu frileux, on n'est pas sûr, alors on essaye un peu. Et en fait, la mesure de l'impact, elle a été très simple, ça a été de se dire, est-ce qu'il y a eu un impact sur la vélocité des équipes? Non. Est-ce que les gens qui voulaient faire du remote sont plus heureux? Oui. Et est-ce que finalement, quand on demande aux équipes qui font pas du remote, qui sont encore sur place, est-ce que ça se passe bien avec les gens qui font du remote? La réponse, ça a été parfois, les mecs qui font du remote, des fois, ils bossent même, on a l'impression, plus, parce qu'ils sont dans un contexte qu'ils préfèrent. Et donc, ça nous a fait dire, OK, on passe à 2 jours. Et là, je vous avoue, on se pose des questions très différentes maintenant qu'on est en full remote, de se dire, ça va être quoi l'après? Est-ce qu'on ne maintient pas une autorisation à faire du full remote pour tout le monde? Ça, c'est des questions qu'il va falloir qu'on tranche. Et du coup, il y a eu un impact positif sur le recrutement, justement, d'apporter ce remote? Ouais, c'était deal breaker pour des gens, donc ça l'a plus été. Par contre, comme on n'est pas en full remote, ça ne nous permet pas de nous ouvrir à d'autres marchés que le marché parisien. On sait que les boîtes qui font du full remote, ça permet de recruter aussi plus facilement parce qu'il y a des gens dans d'autres villes, ce qui n'est pas le cas chez nous aujourd'hui. Même dans d'autres Donc pays. ça, c'est encore un frein. Ouais. Même dans d'autres pays, ouais, tout à fait. Il y a Maxime qui demande justement, tout le monde est donc à Paris jusqu'ici dans les équipes, donc tu viens d'y répondre. Et est-ce que cette expérience pourrait ouvrir la porte à des recrutements en province ou à l'étranger pour soulager les contraintes RH? Tu vois, Honnêtement, j'espère que oui. Je sais pas répondre à cette question un peu simplement. J'espère que oui. Il y a autre chose aussi. On a été racheté en septembre dernier par un groupe qui s'appelle Axel Springer, qui est un groupe international et qui pratique aussi déjà du remote et qui est déjà multi-pays. Donc je pense aussi que ça va nous faire évoluer plus vite là-dessus. Top. Il y a Luigi qui demande, tu as gardé visiblement la plupart des rituels, mais lesquels tu as enlevés en fait? Ah, c'est une très bonne question. On avait un point de synchro d'équipe produit qui était un peu notre seul point top-down, un peu ce qu'on peut appeler la réunion d'équipe. Pendant 1 heure, tu passes de l'info. On a retiré ça parce qu'en fait, on avait déjà d'autres points de synchro par ailleurs avec l'entreprise beaucoup plus réguliers sur le confinement, sur les chiffres, sur les résultats, etc. Donc ça servait plus à rien que moi j'ai un meeting un peu prise de parole auprès de l'équipe à cette occasion-là. Mais sinon, c'est vrai qu'on a gardé vraiment la majorité de nos rituels. Après, on était assez sharp sur les rituels. On n'en a pas beaucoup, en fait. Tu vois, on a ce point de synchro le matin, on a des guildes pour maintenir les pratiques, il y a la démo. Donc, on n'en a déjà pas énormément, en fait, dans la semaine. Donc, on n'a pas enlevé grand-chose, pour être honnête. Top. Une dernière question avant que je te laisse reprendre un petit peu. Ça marche. Il y a Kepchin qui parle justement des formats de rétrospective. Tu parlais de Kick Drop Start, pardon. Est-ce qu'il y avait d'autres formats ou est-ce que vous utilisez toujours le même format? Et du coup, est-ce que les équipes se lassent par rapport à ce format-là? C'est une bonne question. Oui, il y a certaines équipes qui se lassent. C'est très dépendant des équipes, pour le coup. Là, avant qu'on démarre le full remote, il y a une des équipes qui testait plein de formats, qui s'amusait, donc qui a fait la rétrospective Star Wars, Seigneur des Anneaux, qui a fait des choses très variées. Pas mal. C'était assez drôle, voilà. Ce qui est intéressant, après le speedboat aussi, un des classiques. Ce qui est intéressant, c'est toujours finalement avoir ces phases de je collecte, on travaille et puis on sort avec des actions. Donc tant que ça reste, on s'en fiche un peu du format. C'est très dépendant des équipes. Il y a des équipes qui voient ça comme un truc très productif, donc ils aiment bien avoir le même outil. Et puis ça dépote. Et d'autres outils qui voient ça aussi comme un moment un peu plus convivial, et donc qui aiment bien le côté, ok, là on est un peu plus créatif. Ça dépend beaucoup. Top. Merci beaucoup pour ces débuts de réponse. N'hésitez pas encore à me poser plein de questions, même s'il y en a déjà pas mal. Et je te laisse continuer, Christopher. Merci beaucoup. Super, avec grand plaisir. Du coup, sur la partie organisation, donc toujours dans mon core framework, là je suis au 2e niveau. La première chose, et c'est marrant, j'en parlais avec toi, Marcel, aussi, il y a quelques temps, et on avait un peu le même constat. Dans mon équipe, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai du temps, c'est bizarre, depuis que je suis en confinement, en fait, il y a moins de meetings. Donc on parlait des meetings d'équipe, il n'y en a pas beaucoup qui ont été annulés. Par contre, je peux vous dire que le volume de synchro qu'on pouvait faire à droite, à gauche, parfois avec des objectifs un peu pas très précis, il n'y en a plus trop, voire plus du tout en ce moment. Donc il y a des gens qui ont beaucoup de temps. Et de l'autre côté, à contrario, il y a des gens qui me disent c'est affreux, j'ai beaucoup plus de travail, beaucoup plus de synchro, beaucoup plus de choses à faire. Et ça, c'est intéressant. Il faut bien le prendre en compte, notamment quand on manage des équipes, mais aussi avec les gens avec qui on travaille, puisque ce confinement, il va y avoir des impacts très différents. Alors, je parlais des cadres de travail, mais je parle aussi de ça. Et donc, j'ai pas de recette magique par rapport à ça, mais il faut juste, je pense, d'un point de vue empathique, bien y penser quand on échange avec ses collaborateurs et essayer de les aider à s'organiser.
Je prends un exemple, j'avais quelqu'un, donc je l'ai dit tout à l'heure, qui est parent célibataire, donc c'était très difficile et ça a ajouté beaucoup de pression au début. Parce que la personne disait, mais en fait, j'y arrive pas, j'ai des plages horaires où mon enfant fait la sieste et puis d'autres où il le fait pas du tout, donc du coup, je suis pas productif, etc. Moi, en tant que manager, j'ai dû passer du temps pour lui expliquer que c'était pas grave, c'est déjà super qu'elle puisse travailler. Et donc, c'est pas grave du tout que ce soit un peu moins productif, que ce soit à d'autres horaires, etc. Et donc ça, c'est un point sur lequel il faut prendre le temps, parce qu'il y a des gens sinon qui peuvent s'inquiéter de ne pas avoir le même niveau de livrable que le niveau habituel. J'ai envie de dire que sur l'organisation, c'était facile. C'est pas pour vous vendre ma méthode, c'est juste pour vous dire que comme on avait déjà des impact teams, en fait, on n'a pas une hiérarchie qui tamponne. C'est-à-dire que moi, dans mon équipe, ils viennent pas me voir avec des maquettes en me disant, hey, t'es directeur produit, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je fais ça? Enfin, plutôt valide. Des fois, ils me disent qu'est-ce que t'en penses, et j'aime bien cette discussion, mais valide, mets un coup de tampon et on fait ça. Donc l'avantage, c'est que pour moi et pour les équipes, c'est pas ajouter des validations et énormément de validations à faire à distance qui auraient complexifié les choses. En fait, ils restent toujours autonomes. Donc eux, à leur niveau, les projets qu'ils font avancent au même rythme qu'avant. Ça n'a absolument rien changé sur nos roadmaps. Et donc ça, c'est super pour le côté autonomie. Et heureusement qu'on avait ça. Le troisième point que je voulais vous partager, ça c'est plutôt un constat qu'on n'avait pas vu venir non plus. Quand on organise des ateliers, je parlerai après, donc j'ai parlé des rétrospectives, je pourrais parler après des story maps, des design studios. On maintient ces ateliers qui sont des ateliers importants pour les équipes. Par contre, pour les organiser, au moins la première fois en remote, ça prend vraiment 2 fois plus de temps. Donc on prend toujours beaucoup de temps pour organiser nos ateliers, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on a des ateliers en succès. C'est normal de prendre un peu de temps pour les organiser. Mais du coup, se mettre sur un format remote, ça change beaucoup. Le design studio, c'est un bon exemple, j'en parlerai rapidement après. Habituellement, on est dans une salle, tout le monde dessine sur un papier, on met en commun, on placarde ça sur tous les murs. Euh, Comment on fait ça virtuellement? Alors ok, les gens peuvent prendre une photo, mais sur quel support on finit par le mettre? On faisait du dot voting avant pour décider comment on le fait. Et donc ça nécessite vraiment de repenser ces pratiques d'atelier, et donc ça demande beaucoup plus de temps. Et ça, on l'avait pas vu, ce qui fait que les premiers ateliers, ils ont été faits peut-être un peu plus dans la souffrance que d'habitude, parce qu'on n'avait pas forcément imaginé ça, donc on s'y est pris comme d'habitude, parfois la veille pour organiser l'atelier. Mais du coup, en fait, comme l'atelier était long à organiser, on n'était pas forcément prêt autant qu'on le voudrait au moment de l'atelier. Et donc, on a parfois eu des outputs d'atelier qui étaient un petit peu moins bons. Donc ça, voilà, c'est un peu mon deuxième conseil qui vient un peu d'un fail chez nous. C'est si vous maintenez les ateliers, partez du principe que ça prendra beaucoup plus de temps pour les préparer, ça va changer des choses. Et vous, en fait, vous les maintiendrez, mais pas pareil. Et du coup, il faut prendre le temps, si vous ne l'avez jamais fait en remote complet, de bien le préparer. Hop, pardon. Hop, je continue si ça vous va avec la partie recherche et discovery. Puis Marcel, n'hésite pas à m'interrompre si jamais il y a des questions, beaucoup de questions et tu veux qu'on prenne du temps dessus. Sur la phase recherche et discovery, c'est une phase sur laquelle on travaille beaucoup chez Meilleurs Agents. Parce qu'en fait, on a finalement des assez petites équipes pour un large périmètre fonctionnel. Et quand je dis ça, je crois que je dis une banalité énorme, parce que je pense que tous les gens qui nous écoutent vont me dire j'ai une petite équipe aussi pour un gros périmètre fonctionnel. Et donc, je pense que vous avez tous besoin de pratiques de discovery très, très musclées pour bien arbitrer et bien décider. Et du coup, sur ces pratiques de discovery, quand on lance des nouveaux produits, il y en a certaines qui sont un peu des must-have qu'on maintient. Et l'exemple que je voulais vous partager, c'est qu'en fait, bon, on a lancé un nouveau produit le 17 mars, donc le jour du démarrage du confinement, pas de bol, on a commencé à commercialiser un nouveau produit. On a eu, entre guillemets, de la chance, c'était un produit pour les agences immobilières pour faire de la prospection en ligne, qui est une alternative à la prospection physique, donc ça tombait plutôt bien dans cette période, donc le produit a bien marché. Et bon, on a lancé ce produit, et là on a commencé à travailler sur un nouveau produit, un autre produit qu'on veut sortir autour du mois de septembre-octobre. Quand on lance un nouveau produit, on fait toujours beaucoup de tests utilisateurs, beaucoup d'interviews, on s'inspire des problèmes et solutions interview d'Ashmoria, on fait beaucoup de tests de willingness to pay, et on fait aussi des tests sur nos canaux d'acquisition. Donc, a priori, quand on voit ce scope, on fait aussi d'autres choses, mais pas rentrer dans le détail, quand on voit ce scope, on se dit, en remote, je devrais pouvoir faire ça. Et c'est vrai, en remote, on peut faire ça. D'ailleurs, bonne nouvelle, habituellement, c'était un peu la tannée pour avoir du temps avec les agences immobilières qui sont nos clients, pour passer du temps en interview, parce qu'ils sont très occupés, ils ont beaucoup de choses à faire. Et puis là, avec le confinement, ils ont tous beaucoup de temps. Donc en fait, comme ils ont beaucoup de temps pour nous, ils acceptent de prendre du temps avec nous, donc on a beaucoup plus d'interviews avec eux, et ça, c'est top. Donc, mon point là-dessus, c'est a priori, toutes ces pratiques, vous pouvez les transposer sur des choses à distance. J'ajoute un détail sur les tests utilisateurs. Historiquement, on faisait du recrutement de testeurs via un outil qui s'appelle Testing Time. On les faisait venir chez nous, ils manipulaient nos outils et on faisait un live stream dans nos locaux. Donc en fait, on montrait les gens manipuler nos outils. C'est l'équivalent de la vitre Santin un peu moderne. Comme ça, dans l'entreprise, ça faisait un peu de pédagogie et ça permettait aux gens de voir ce qui se passait.
Depuis qu'on s'est mis à faire des tests en remote, on n'a plus ce live stream, donc on perd ce partage de connaissances dans l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu avec le remote et qu'on a du mal à remettre en place. Et par contre, on n'a pas eu besoin d'utiliser des solutions de test à distance, comme on peut le voir et comme beaucoup de produits existent sur le marché. En vrai, on s'est adapté, on a utilisé la même solution de recrutement, on a utilisé notre Google Meet et puis ça marche très bien pour faire nos tests à distance. Donc là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation des coûts. Vous pouvez faire pour moi toutes ces étapes-là sans besoin de prestataires externes ou sans besoin de dépenses supplémentaires. Et dans la période dans laquelle on est, c'est hyper important. Il y a une grosse limite qu'on a vue sur ces exercices de discovery, c'est l'apparition de nouveaux biais. Alors, quand on fait ces interviews, vous allez vous dire, il y a toujours des biais, on cherche toujours à les vérifier. Le grand classique, c'est les gens, quand on leur demande ce qu'ils veulent, la réponse, c'est jamais la bonne. Il faut aller creuser pour savoir s'ils ont vraiment besoin de ça, s'ils paieraient pour ça, etc. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que comme nos utilisateurs, ils ont des problèmes de trésorerie, que ce soit les particuliers, ils sont inquiets parce que personne n'achète et personne ne vend d'appartements en ce moment. Ils ne savent pas ce qui va se passer sur le marché de l'immobilier. Est-ce que les prix vont monter, ils vont baisser. Les agences immobilières, elles sont en train de lutter pour survivre. Donc il y a du chômage partiel, il y a des problèmes de trésorerie. Et donc en fait, quand nous, on vient les voir et on leur dit, alors on fait nos tests de willingness to pay, on leur dit, voilà, j'ai ce nouveau produit pour toi. Déjà, est-ce que tu es intéressé? Donc, test de solution. Beaucoup nous disent immédiatement, oui, je suis intéressé, mais par contre, j'ai pas d'argent. Donc en 2020, je te donnerai rien dessus, et puis j'utiliserai pas, et puis en fait, je m'en servirai pas. Et quand on fait des tests de willingness to pay, c'est pire. Il n'y a plus personne qui est prêt à payer pour quoi que ce soit. Et ça, c'est un point qui est très difficile pour nous et qui nous fait nous poser beaucoup de questions, parce qu'en fait, si je reviens sur mon slide d'avant, ça veut dire qu'il y a les interviews et les tests de willingness to pay qui sont très biaisés en ce moment. Et donc les résultats qu'on a de ces éléments-là, il faut qu'on les prenne vraiment beaucoup plus avec des pincettes que d'habitude. Il faut qu'on se dise toujours, est-ce que la situation actuelle change le comportement de mes utilisateurs et introduit un biais dans leur réponse qui fait que je ne peux pas analyser comme d'habitude le résultat. Et c'est un impact très fort pour nous. Je vous l'ai dit, on a 3 impact teams, 3,5 actuellement. J'en ai 2 qui font du B2B. Quand je lance un nouveau produit, en fait, j'en envoie une pendant au moins 6 mois développer le truc. Donc c'est un investissement gigantesque par rapport aux ressources qu'on a. Et du coup, c'est pour ça qu'on passe du temps à faire du discovery. Ce discovery, en général, il dure 3 semaines, 1 mois. Ça va assez vite et c'est pas un full time. Et d'habitude, ça permet de minimiser le risque. Et donc, quand j'envoie mon équipe faire la réalisation du produit, j'ai un risque qui est tellement bas que je me dis, c'est pas un pari, je suis pas en train de jouer au poker, quoi. C'est un investissement, mais je sais ce que je vais gagner en face. Et là, on va faire des coups de poker. Donc, on va devoir se poser des questions. Comme j'ai des biais, est-ce que j'ai un niveau de certitude suffisant ou non? Et si je l'ai pas, est-ce que je fais le coup de poker et je prends le pari qu'en fait, ça va quand même marcher? Et donc, j'investis avec un risque d'investir à perte? Ou est-ce que je suis plutôt conservateur et du coup, je me rabats sur d'autres idées qui m'amèneront peut-être moins de profit, moins de valeur, mais dont je suis sûr parce que dans le passé, j'ai déjà eu suffisamment d'informations. Et ça, c'est le gros changement de notre logique de discovery aujourd'hui chez Meilleurs Agents. Et ça, c'est un point qui est vraiment dur pour nous et qu'on n'a pas craqué et qui est une grosse limite avec cette période. Alors, on a encore plein de questions. Il y a super. Une question d'Emeric qui est remontée au top des sondages, qui est: est-ce que vos équipes ou parties ont été mises ou en partie ont été mises au chômage partiel? Si oui, comment ont été choisis en fait les sacrifices à faire sur les OKR et les initiatives? Ouais, alors on a vécu quasiment 1 mois sans chômage partiel, donc on a commencé le chômage partiel cette semaine. D'accord. La logique derrière ça, c'était de se dire au démarrage, en fait, on a fait les scénarios comme tout le monde de projection, en fonction de période de confinement, etc. Et en fait, on a voulu prendre finalement un scénario très conservateur pour vraiment être sûr de pouvoir maintenir les périodes d'essai, pouvoir recruter comme on avait prévu, etc. Donc, on a plutôt choisi ça. Donc, on fait une journée de chômage partiel dans nos équipes aujourd'hui. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé cette journée de chômage partiel, donc pour l'instant qui est prévue jusqu'à la période de déconfinement, donc on espère mi-mai. En fait, on a regardé et on s'est dit, OK, quel va être l'impact sur la roadmap? Donc avant même de se dire quel est l'impact sur les OKR et quel OKR on sacrifie, comme on a mis au chômage partiel en fait toutes les équipes une journée par semaine, on s'est plutôt dit quel va être le décalage. Et là, il est arrivé le truc un peu classique, un peu bébête. En fait, ça fait 4 jours de chômage partiel, mais en vrai, ça fait des semaines très bizarres de 3 jours. Parce qu'il y a les ponts en même temps. Et donc, du coup, en fait, on a estimé que l'impact, c'était pas 4 jours de décalage, c'était plutôt 15 jours de décalage. Parce que pendant ces 3 jours restants, vont se cumuler beaucoup de meetings, beaucoup de synchro, beaucoup de context switching. Donc, on sait qu'au global, la vélocité va être beaucoup plus impactée que juste théoriquement le manpower. Donc, on n'a pas encore bougé les OKR. Par contre, on va bouger les OKR plutôt à cause de l'impact sur le marché. Le marché de l'immobilier est à l'arrêt, il n'y a plus de transactions immobilières. Et un de nos objectifs, c'est par exemple que les particuliers contactent plus les agences immobilières, mais il n'y en a plus.
Et on se fait vraiment 2 mois blanc. On va pas rattraper le temps plus tard. C'est vraiment 2 mois perdus. Ok. Et donc du coup, on va plutôt revoir nos objectifs, nos OKR, plutôt à la baisse. C'est ça qu'on va faire. Et vous allez les revoir du coup à la fin du confinement ou vous les revoyez dès maintenant? Quand est-ce que vous allez les revoir ces OKR? On va les revoir à la fin du confinement. On s'est déjà partagé dès maintenant que les objectifs chiffrés allaient être baissés. Ok, Mais en fait, comme on est encore tôt dans l'année, il n'y avait rien qu'on avait atteint. Et ça change pas notre niveau de priorisation. d'accord, C'est-à-dire qu'on a quand même priorisé les sujets pour atteindre un objectif très ambitieux. Même si l'objectif baisse, on garde ces sujets-là. d'accord. Donc du coup, les équipes n'ont pas besoin urgemment de cette modification. Donc les objectifs restent quand même les mêmes. Les objectifs globaux des OKR restent les mêmes. Tout à fait. On a déjà adapté l'objectif de chiffre Oui. d'affaires qui nous a servi pour nos prédictions justement business. Et on va adapter les OKR à la fin de la période. Ok. Il y a Adrien qui a posé la question sur la partie Discovery. Est-ce que tu peux nous partager les scopes des PM et des UX? Donc là, c'est plutôt très fonctionnel. Et est-ce que tu as des bonnes pratiques justement par rapport à tout ce que vous avez pu faire par rapport à ça? Alors, je vais faire un truc très caricatural. Le sujet me passionne. Alors, je vais essayer de faire court. Et Marcel, si je déborde trop, Je tu coupe. m'arrêtes. En fait, on a travaillé une formation en interne chez Meilleurs Agents sur le Discovery parce qu'on trouvait que c'était pas assez cadré. Donc, du coup, on a vraiment structuré ça en se basant sur tout ce qu'on avait pu voir, apprendre et avoir comme pratique. On va essayer de le diffuser dans les mois qui viennent. Donc, dans quelques semaines ou quelques mois, on va vraiment vous partager tout ce qu'on fait en Cool. Discovery. Donc, tu auras tout le détail là-dessus. Pour faire vraiment rapide, si je caricature, on va avoir vraiment un binôme. Et donc, tout ce qui est qualitatif, toutes les interviews, on les mène en binôme. Et donc, il y a le product designer et le product manager. Sur tout ce qui est qualitatif, c'est plutôt le product designer qui va mener la danse, qui va faire le script, qui va essayer de valider les biais. Sur tout ce qui est customer journey et persona, c'est aussi le product designer qui va mener la danse. Là où le product manager va lui amener aussi plus de choses sur la partie métrique, donc il va faire beaucoup d'analyse de données, sur la partie marché, donc on a vécu pendant 2 ans sans product marketing manager, donc c'était plutôt le PM qui faisait cette partie marché. Et donc du coup, il faut voir ça quand ils lancent un projet, ils regardent tout ce qu'il y a à faire comme outils qui vont leur servir de minimiser le risque et de faire leur discovery. Et en fait, ils vont plutôt se répartir les choses en se disant où est-ce que tu as du temps, où est-ce que tu es le plus à l'aise et où est-ce que tu as envie de le faire. Parce qu'en vrai, mon product designer, franchement, s'il voulait écrire une user story, il est capable de le faire. Et puis mon product manager, s'il voulait faire une interview tout seul, il est capable de le faire aussi. Donc plutôt qu'une coupure de périmètre, on s'est plutôt dit c'est un binôme. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place. Et ensuite, ils se posent la question où est-ce que j'investis le mieux mon temps. Et donc, ils se répartissent le travail comme ça. Donc, si je caricature, c'est Cali un peu, Cali Cantine, la première ligne de fracture. La réalité, elle est aussi beaucoup plus binôme. D'accord. Et donc en fait, le périmètre peut être un peu mouvant selon le binôme qu'il va y avoir. Complètement. Ok. Et aussi selon les recrutements. C'est-à-dire qu'on recrute des gens. Tu peux avoir des niveaux juniors, un junior PM. Chez moi, je m'attends pas à ce qu'il sache faire du discovery au Oui. début. Donc, je vais plutôt le mettre avec un product designer costaud sur le discovery. Et ce product designer va plutôt mener la danse beaucoup plus. Il y a aussi ces enjeux-là de structuration d'équipe. Ok. Il y a Ling Ling qui pose la question. Quel est votre rythme de travail, les durées de sprint? Est-ce que justement, si vous êtes à de l'agilité à l'échelle ou pas, est-ce qu'il y a un cadencement qui est particulier pour toutes les équipes? Même si tu m'as parlé de Scrum, de Kanban dans différentes équipes. Et à quelle fréquence vous délivrez en production? Est-ce que c'est en dehors des sprints, si vous avez des sprints, ou est-ce que c'est du flux continu? Comment vous vous organisez? Alors, on a des sprints de 2 semaines dont on a gardé uniquement les rituels de Scrum. Donc en fait, le sprint nous permet de cadencer le daily le matin, un kick-off au début, une démo, une rétro à la fin. Pour tout le reste, c'est du flux. Donc on livre en continu. Donc on livre plusieurs fois par jour en prod. Donc on n'a pas du tout de mécanisme de release train ou quoi que ce soit. On livre vraiment au fil de l'eau. Dans les équipes, pardon, ils se synchronisent. Ce Scrum de Scrum nous permet de se synchroniser sur les périmètres pour s'assurer qu'on n'est pas en train de bosser sur le même périmètre. C'est ça souvent la question qui est associée à ça. Et après, tu as des équipes qui costent, des équipes qui ont choisi de faire du no estimate. Et souvent, ça dépend un peu de la nature des sujets. Quand on est sur des projets où on a une date fixée, ça nous arrive parfois pour de la législation, pour des objectifs de release un peu marketing, on va coster. Comme ça, on s'assure de bien faire varier le périmètre très tôt. Et quand on n'a pas de date, on va plutôt être sur du no estimate en se disant de toute façon l'équipe est en best effort, donc elle va faire ce qu'il faut. Ok. Là, on va revenir sur la partie Discovery. Il y a Jean qui demande comment répartissez-vous la charge Discovery et Delivery? Est-ce qu'il y a des périodes dédiées à la Discovery et au Delivery? Et dans certaines orgas, le Delivery prend le dessus au détriment du Discovery. Quid de la research post-déploiement?
Alors, je te partagerai l'article. On a fait un article qui dit deux product managers par team, qui détaille exactement ce problème. Donc, je suis d'accord avec toi. Quand il n'y a pas le temps, c'est toujours le delivery qui gagne. Toujours. C'est simple. On nous a mis dans la tête que les devs, ça coûtait cher. Vous avez 5-6 devs dans la salle. Le backlog vide, c'est le pire truc qui peut vous arriver parce que ça coûte cher et il faut animer. Et c'est ce qui nous met souvent dans ce qu'on appelle la feature factory. En fait, on va faire des features, faire des features, faire des features pour alimenter la machine sans prendre le temps de se poser sur le discovery. Pour craquer ça, ce qu'on a choisi de faire chez Meilleurs Agents, c'est pas d'avoir un pôle user research. Ce qu'on a choisi de faire, c'est de mettre 2 product managers par équipe. Okay. Et ces 2 product managers par équipe, il faut voir qu'il y en a un qui est en charge à un instant T du discovery et un qui est en charge du delivery. Et celui qui fait le delivery, il va inverser quand il a fini son delivery avec celui qui fait le discovery. Donc, c'est pas je te passe le relais, c'est j'inverse. Donc, si j'ai fait un discovery, je fais aussi le delivery. Parce que nous, on a la conviction que comme tu as vu les clients, tu as vu les utilisateurs, tu es le mieux placé pour amener le truc jusqu'au bout. Voilà. Pour répondre rapidement, la réalité, c'est que c'est un peu 70-30. S'il y a des phases très intenses en discovery ou en delivery, ils s'y mettent à 2. Mais en gros, tu fais 70% sur ta responsabilité et 30% pour aider ton copain, product manager à côté. Donc en fait, vraiment, le PM et l'équipe suivent le process de bout en bout, vraiment de A à Z avec l'itération de la feature. Tout à fait. Ok. Il y a Ling Ling qui pose une nouvelle question. Par rapport aux arbitrages en remote, justement, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous arrivez à arbitrer et comment est-ce que vous arbitrez justement en remote? Alors, les arbitrages, j'imagine, c'est des arbitrages plutôt de roadmap Oui. dont on parle. Nous, la roadmap, elle est déterminée au trimestre. C'est pas vraiment une roadmap, c'est un backlog, en fait. C'est la liste des choses qu'on doit traiter. Et du coup, l'équipe qui traite cette roadmap et qui la déroule, c'est elle qui fait son discovery et c'est elle à la fin qui dit je pense qu'il faut y aller ou je pense qu'il faut pas y aller. Et donc, quand la recommandation va à l'encontre d'une conviction très très forte qu'on a chez nous en interne, on fait ça avec le comité exécutif de la boîte. Donc, en fait, un représentant de l'équipe va venir présenter le résultat des recherches au comité exécutif, qui est composé de 4 personnes et qui va trancher. Et du coup, la pratique de remote, pour le coup, n'a pas vraiment changé ça. Et comme je disais, l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne tranche pas. En vrai, moi, mon rôle de directeur produit, par exemple, c'est pas du tout de dire ça c'est la bonne feature, ça c'est la bonne recherche, ah ben super, ton design il est bien. J'ai des gens très compétents et même meilleurs que moi dans mes équipes pour faire ça. Donc moi, mon rôle, c'est de m'assurer que ça tourne, que le process il tourne et que j'ai les bonnes personnes et qu'ils aillent bien. Et donc du coup, je leur fais confiance. Et donc c'est eux qui tranchent la plupart du temps. Ok. Ben, merci pour ces réponses et on se voit à la fin Avec de ta plaisir. présentation. Allez, j'enchaîne. Sur le delivery, je vais aller super vite. Je pense qu'il nous reste 5 minutes de présentation pour ceux qui auraient vraiment faim ou qui auraient des choses à faire après. Sur la partie exécution delivery, alors il y a 2 choses. Bon, il y a quelques ateliers qui changent. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors là, je vous ai mis l'exemple du Design Studio. Le Design Studio, c'est cet atelier dans lequel on dessine tous. Donc là, par exemple, c'est le dessin d'un développeur de l'équipe à qui on a demandé en fait de concevoir une interface pour répondre à un objectif. Et donc l'équipe a conçu ça ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est qu'habituellement, les Design Studio, on les fait plutôt en 1 heure. Mais en fait, maintenant, on les fait plutôt en 2 heures. Donc ça a agrandi le temps du studio parce qu'il y a des manipulations. On utilise un outil qui s'appelle Whimsical, qui permet de mettre les choses en commun et de faire du dot voting, etc. Quand les gens ont dessiné, en fait, ils envoient leurs photos de dessin, donc il faut les mettre sur l'outil, il faut plus préparer en amont, il faut plus prévoir de prototypes. Donc mon point là-dessus, c'est pour enfoncer le clou de les ateliers prennent plus de temps à préparer. On peut les maintenir, mais on les maintient toujours un peu différemment. Et donc ça, c'est un point important. Si vous voulez plus de détails sur ce type d'atelier, vous avez un article Medium de Sandra Laurin, qui m'applique pour des designers sur le sujet. Après, pour le reste, j'ai envie de dire, je trouve que les grands classiques, ils marchent bien. C'est-à-dire que sur le delivery, ça n'a vraiment pas changé grand-chose. Là, ça n'a pas changé la vélocité des équipes, ça n'a pas changé les interactions, ça n'a pas changé les échanges. Ce que ça a changé, c'est, j'espère pour vous, que vous n'étiez pas comme moi, parce que moi, il y a encore quelques mois, j'étais un grand fan du management visuel physique dans les bureaux. Moi, je trouve que quand il y a une équipe qui est autour d'un bench et qu'il y en a un qui se lève et qui bouge un ticket sur ce beau board, il se passe un truc dans l'équipe. Et il se passe un truc qui se passe pas forcément si c'est en virtuel, si juste bouger un ticket Jira. Bon, ça c'est bien vrai. Après, je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis bien content que tout ait été dans Jira et que les équipes m'aient dit en fait, t'es gentil, mais on va plutôt le faire en virtuel. Parce qu'on a tout récupéré. Donc, ce que j'espère pour vous, c'est que si vous aviez des Kanban papier, vous avez pu faire une petite photo avant de partir en remote, mais sinon, globalement, dessus, j'ai pas grand-chose à vous partager. On n'a pas constaté de choses qui dysfonctionnent et on n'a pas constaté de trucs qui améliorent les choses particulièrement dessus.
Là, je vous ai fait le core framework assez rapidement. Le dernier élément que je voulais vous partager, c'était un peu le rôle du directeur produit. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de c'est quoi un directeur produit, etc. C'est pas ça. Mais aujourd'hui, donc dans l'équipe, j'ai 13 personnes, j'ai des relais de management, mais je manage encore en direct 8 personnes sur les 13. Et du coup, dans les pratiques du management, on a des one-on-one. Toutes les semaines, on essaie de venir ensemble. Et ce qui est assez intéressant, et c'est quelque chose que j'ai mis, je pense, 2 bonnes semaines quand même à réaliser, c'est qu'il y a eu un shift sur ce que je faisais, ce que mes collaborateurs attendaient de moi. Alors, surtout, vous ne me prenez pas, je ne suis pas en train de dire que je suis devenu le psychologue de l'équipe, ou j'ai aucune prétention de savoir faire ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que même les one-on-one, ils ont un petit peu changé. Les one-on-one, avant, c'était comment ça va, et puis après, on discute de comment va la personne, comment il va sur ses projets, ses envies, etc. Et là, c'est intéressant, on a eu des discussions très différentes, et je vous avoue, à titre personnel, un peu plus dur aussi pour moi, euh, de gens de mon équipe. J'ai de la chance, j'ai une équipe qui va plutôt bien au quotidien, tout se passe bien pour eux, ils sont plutôt sains, enfin, voilà, ça va. J'ai pas de cas très difficiles ou compliqués à gérer. Et puis d'un coup, il y a des trucs compliqués à gérer. Des gens séparés de leurs parents pendant longtemps, des gens qui ont des grands-parents dans des EHPAD, puis on sait ce qui se passe en ce moment dedans, des gens qui ont des gardes d'enfants et ça se passe pas très bien. Et, et en fait, ça m'a pris un peu de temps à réaliser qu'une partie du job avait un peu shifté. Et donc le job un peu de coaching pour les faire progresser dans leur carrière, etc., ben, il fallait aussi que je consacre de ce temps de coaching aussi sur des choses beaucoup plus humaines, même si je pense que j'ai une bonne relation et un bon lien avec l'équipe, des choses un peu différentes dont on ne parle pas forcément habituellement. Mais en fait, il a fallu aussi oser poser quelques questions sur ben, comment ça se passe à la maison, est-ce que le confinement ça va. Toutes les semaines, je leur demande, maintenant ça les fait marrer, je leur demande comment ça va, comment va leur morale dans le confinement, est-ce que ça se passe toujours bien pour eux. Truc très bête, j'ai une personne de mon équipe qui a des problèmes de dos, donc est-ce que ça va, est-ce qu'elle trouve une solution pour ton dos? Ça change un peu la nature des discussions qu'on a. Je pense que c'est bien, je pense que c'est indispensable que ça les change. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut rater quand on est manager et quand on est très dans euh, l'efficacité de son équipe. Et je pense que c'est mon cas, je suis très dans l'efficacité de mon équipe. Et du coup, c'est des sujets sur lesquels il faut prendre du temps. Voilà. Donc mon message là-dessus, j'ai pas craqué les choses, mais c'est juste, voilà, comme j'ai mis du temps à le réaliser, bah, si certains d'entre vous ont ces problématiques-là, et c'est vrai aussi, pas si vous managez, mais c'est vrai aussi pour les gens avec qui vous bossez autour de vous, et peut-être vous le savez pas, mais qui ont des problèmes familiaux, pour qui les contextes sont difficiles, qui ont été touchés par le virus. Enfin, voilà. Ça, il faut que vous essayiez d'avoir beaucoup plus d'empathie pour les gens autour de vous dans cette période. Ça, c'est un peu le message que je voulais vous passer. Si je conclus, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de magie dans ce qu'on a fait. Ce qui est important pour moi, c'est ne perdez pas trop de temps sur les outils. On en a perdu beaucoup trop. Mon conseil, c'est maintenir l'ensemble des rituels et des pratiques. Et donc, du coup, oui, on a tout maintenu. Par contre, adaptez-les. Acceptez aussi que ça peut donner une surcharge en temps de travail de les adapter. Et aussi, pour certains collaborateurs, de la nature de leur travail, ça va changer leur façon de bosser. Et aussi en termes de contexte. Et puis, le dernier message, c'est prenez soin des équipes. Et on le dit souvent, le product manager, c'est un rôle très transverse qui est à cheval entre plein d'équipes. Je pense que le product designer aussi. En fait, vous avez des rôles dans l'entreprise où vous voyez plein de gens, plus et plus d'équipes différentes que la plupart des gens qui ont un job dans votre entreprise. Et du coup, je pense que vous êtes très très bien placé pour prendre les 5 minutes qui vont bien, pour prendre soin des gens autour de vous. Donc, je pense que ça fait partie des choses que vous pouvez faire et changer un peu votre façon d'interagir. Voilà, puis je suis très heureux d'avoir fait ça. On va prendre les dernières questions. Et puis si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis un lien vers le médium de notre équipe produit, sur lesquels voilà, il y a pas mal de détails sur les différents points qu'on a abordés aujourd'hui, parce que je m'en suis vraiment fait juste le porte-voix. C'est eux qui ont fait 99,9% du boulot de cette présentation. Donc déjà pour préciser, la présentation sera donc disponible sur les LinkedIn et de Christopher, donc n'hésitez pas à aller sur son LinkedIn et sur celui de Wivou. Donc on a encore des questions. Benjamin qui demande justement, en temps normal, comment adaptez-vous les réunions pour accommoder le télétravail? Parce que des fois, il y a des petites problématiques liées au télétravail. Et est-ce que certains rituels imposent une présence sur le site, en physique? C'est une super question. Ma réponse, c'est très mal. On a très très mal adapté nos rituels au télétravail occasionnel. Et passer en full remote. Alors j'ai souvent entendu des entreprises dire quand il n'y a que certaines personnes en remote et pas tout le monde, c'est un mode qui est vraiment moins efficace. On perd tous les avantages d'être tous au même endroit et tous les avantages d'être tous en remote. Et en fait, j'ai vraiment découvert ce que ça voulait dire là maintenant. Par exemple, aujourd'hui, le mode par défaut, il y a 2 personnes qui sont en remote, qui sont restées chez elles sur une équipe de 10. Bon, ben on se met quand même dans une salle de réunion, on fait le meeting comme si on était tous physiquement là, et puis on ouvre un ordi, puis ils nous voient vite fait, et puis ils essaient de partager des trucs, et puis c'est galère pour eux, et puis ils n'entendent pas bien. C'est ça qui se passait chez nous.
Et d'avoir vu maintenant le vrai remote et puis d'avoir un peu lu et de m'être un peu renseigné dessus, bah, typiquement, les conseils des gens qui sont habitués plus que moi et plus que mes équipes à faire du télétravail occasionnel, ils disent, mais quand vous avez des gens en télétravail, vous devez traiter le meeting comme du full remote. Et donc, il y a plein d'exemples de boîtes où il y a des gens présents dans les locaux. Eh ben, en fait, ils mettent tous leur casque parce qu'il y a un des gars de l'équipe qui est en remote et ils font comme si le meeting était en remote. Et ça, je trouve ça hyper puissant. Et je pense que c'est ça qui nous permet d'avoir la meilleure efficacité possible, notamment pour respecter les gens qui sont en remote. Et donc, je vous l'ai dit, on réfléchit au déconfinement, comment ça va se passer pour nous en termes de travail. Et je pense que c'est des pratiques qu'on va devoir fondamentalement changer parce qu'on les faisait très très mal dans le passé. Et donc, non, il n'y a pas de rituel qu'on imagine avec une présence obligatoire. Sur la première année, on avait interdit le vendredi euh, en remote parce que c'était soit les rétros, soit les démos, soit les guildes. Mhm. Et en fait, on s'est rendu compte quand par la force des choses, il y en a qui ont été malades ou il y a eu les grèves, on a fait du remote pour certains. Et en fait, ça s'est très bien passé. Donc, c'était une inquiétude qu'on avait qui était infondée. Et du coup, on a sauté cette limite. Donc maintenant, il n'y a plus du tout de moments obligatoires dans l'entreprise. Ok. Pour savoir, justement, par exemple, je ne sais pas si tu peux en parler, mais des bilans annuels, est-ce que vous allez continuer à les faire pendant cette période de déconfinement ou est-ce que vous allez retarder tout pour avoir quelque chose de physique? Parce que c'est généralement un rituel assez important et cela c'est peu fait, je pense, en remote pour la plupart des entreprises en France. Du coup, comment est-ce que vous l'abordez ce point-là? Oh, on parle des bilans du collaborateur. Oui, C'est-à-dire, bilan ouais. collaborateur, c'est ça exactement. Tous les Euh, 6 mois, ou je sais pas tous les combien, mais ouais, justement ce bilan, un petit nous, one-on-one. on est sur tous les 6 mois. Je t'avoue on n'a pas encore tranché, donc j'ai pas de réponse officielle de ma boîte à vous donner. En tout cas, moi, je serais partisan de les maintenir à distance. Ok. Donc même si en juin on était toujours confiné, je serais partisan de le faire à distance. Parce qu'en réalité, je le vois sur les one-on-one, je pense que les one-on-one, ils permettent de tisser une relation. Et donc j'ai eu la chance, j'ai pu la tisser en physique. Donc je pense qu'elle est peut-être plus forte qu'en remote. En tout cas, Oui. pour moi, elle l'est. Peut-être, je sais pas pour eux, mais pour moi, elle l'est. Et donc du coup, je serais assez à l'aise aujourd'hui de faire un meeting comme ça avec des collaborateurs à distance. Ok. Je pense pas Et qu'on perde grand-chose. Et du coup, dernière question pour pas t'embêter plus longtemps. Pas de souci. Si tu devais citer une seule chose, en tout cas la chose qui a le plus changé pour toi depuis le début de ce confinement, en tant que directeur produit. Ah, elle est dure celle-là. Une seule. Bon, je redis pas toutes celles que j'ai dites, même s'il y en a qui étaient dedans, qui étaient importantes. Non, il y a une chose qui a vraiment changé, c'est que en fait, j'ai encore moins d'infos opérationnelles qu'avant. C'est-à-dire que quand je vous fais la discussion en vous disant les équipes sont très autonomes, on leur fait confiance, etc., c'est vrai. Mais par contre, d'être dans les locaux, d'être dans les bureaux, je vois des choses. Je vois des maquettes sur un mur, je vois des KPI, j'entends des discussions. Donc en fait, je suis pas complètement coupé de l'opérationnel. Ouais, Et là, depuis le début du confinement, je suis complètement coupé de cet opérationnel, complètement. ok. Et du coup, ça a été un vrai challenge pour moi d'accepter ça Mhm. et en fait de plus voir ces éléments-là. Et du coup, j'ai dû me poser la question, est-ce que c'est grave en fait parce que moi, j'ai ressenti un manque au début. J'aimais bien avoir ces trucs. Je dis, D'accord. est-ce que c'est grave et est-ce que ça vaut le coup d'imposer des nouveaux trucs à mes équipes qui sont des points de synchro, un peu de perte de temps pour eux pour avoir les infos. Et du coup, j'ai plutôt choisi de le driver plutôt avec les métriques en me disant, ben, en fait, est-ce qu'il y a un truc qui dysfonctionne depuis que je vois plus? La réponse est absolument pas. Ok. Donc en fait, ça va très très bien. Et du coup, c'est plus à moi d'accepter ça. Et je pense que ça me fait progresser moi en tant que directeur produit en plus, par rapport à mon rôle, confinement ou pas confinement. Il y a une dernière question qui vient d'apparaître. Je me permets Avec plaisir. de la Ouais, ouais, on a poser. encore un peu. Je connais la personne. C'est Stevens qui pose comme question est-ce que vous avez onboardé des nouveaux arrivants? Et si oui, comment est-ce que vous avez assuré leur entrée en fait dans cette entreprise, dans ce nouveau monde? Ouais, plein. Et on en a encore plein. Là, j'ai mes prochaines personnes d'équipe produit qui arrivent comme ça. Alors, l'onboarding, habituellement, quand tu arrives chez nous, tu as plusieurs trucs. Tu as 2 journées de formation un peu généralistes. Mhm. Tu as des meetings qui ont été calés par ton manager avec des gens de toutes les entités Ouais, pour rencontrer des gens et discuter, des meetings de 30 minutes. Et puis après, tu as un peu un programme, c'est-à-dire qu'on réfléchit vraiment au sujet qu'on va te confier pour que ce soit des sujets un peu challengeants, mais pas trop compliqués, avec pas de deadline, comme ça, tu as le temps de te mettre dedans. C'est vraiment ça qu'on fait. Et du coup, on a maintenu ça en distant. Donc là, par exemple, la semaine dernière, donc moi, j'anime les sessions de formation de 2 jours. Là, j'anime une partie de ces sessions-là en interne. mhm. Donc on a maintenu ça en distant, et ça marche très bien. Et j'ai envie de dire, les meetings de 30 minutes sont encore plus importants qu'avant, donc on en fait plus, on en a ajouté plus,
pour voir plus de monde et pour vraiment créer un premier lien, même visuel, avec les personnes. Donc en fait, notre onboarding, on l'a juste adapté en remote, c'est-à-dire qu'on l'a maintenu en remote, Ouais. en faisant un peu plus que ce qu'on faisait avant, pour s'assurer que l'onboarding soit bon. Et en vrai, pour l'instant, les retours sont très très bons. Depuis même fin mars, et les retours sont très bons pour l'onboarding, même si tout le monde a envie de se voir en vrai, mais J'imagine. on a des bons retours. Ben, merci pour tout, Christopher. Ça a été Avec grand vraiment plaisir. un énorme plaisir de t'entendre et d'apporter toutes ces réponses sans langue de bois en plus. Donc, c'était vraiment génial. Merci à tous de nous avoir suivis. On va vous envoyer justement les présentations. Donc, n'hésitez pas à suivre Christopher sur LinkedIn et Wivu sur LinkedIn. On a enfin notre chaîne YouTube avec les derniers webinars et donc celui de Christopher arrivera prochainement. Et je vous dis à vendredi, pas prochain. On va vous donner le calendrier bientôt sur nos réseaux sociaux parce qu'on va faire une petite pause d'une semaine et on revient prochainement. Merci encore Christopher pour tout. Avec plaisir, merci à toi. Passe une excellente journée, bon appétit et mange bien les pâtes arabiata. Voilà, et joyeuse carbonara au lait d'amande. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci encore. Au revoir. Passez une excellente Merci à journée. tous. Au revoir.